Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette première partie des Rendez-vous du Futur. C'est le First, le magazine des actions créatives et positives initiées par des change makers. Alors 61% des Français perçoivent le développement de la robotique et des robots comme une opportunité pour la société. 74 pensent que les robots volent le travail des humains. Robots, et si on leur faisait confiance au moins ce soir? Parce que ce soir, nous accueillons plusieurs invités. Nous accueillons Guillaume Delarue et Steve Jandier de Evenbots. Bonsoir messieurs, bonsoir Guillaume. Bonsoir Charlie. Bonsoir Steve. Bonsoir. Et nous accueillons un troisième invité mystère que nous allons découvrir bientôt. Et nous accueillons aussi Théophile Gonos. Bonsoir Théophile. Bonsoir. Théophile de AI Mergence qui vient nous parler du robot domestique E4 qui veillerait à notre sécurité. Et nous retrouverons dans la soirée aussi Laura dans une chronique qui fera un lien entre femmes, hommes et robots à suivre tout à l'heure. Alors cette émission est diffusée en live sur la page Facebook et sur le site des Rendez-vous du Futur. N'hésitez pas à commenter, à réagir avec le hashtag RDVF. Bonsoir Rémi. Bonsoir Charlie. Bonsoir camarade d'animation de ce First. Comment ça va ? Ça va bien et toi? Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter nos premiers invités, Steve et Guillaume? Alors oui, on va présenter rapidement Steve et Guillaume. Donc vous vous connaissez depuis un petit moment, vous êtes complices dans le travail. Vous avez fondé donc la société Evenbots en 2016. Guillaume, vous êtes plutôt le codeur hein, et j'ai lu que vous codiez depuis l'âge de vos 8 ans. Et Steve, vous êtes plutôt le concepteur mécanique et électronique, donc tout ce qui concerne, on va dire plutôt les mouvements, toutes ces choses-là. C'est tout à fait ça. Alors, Evenbot a un produit phare, un robot phare qui s'appelle Tiki. Tiki qui est derrière vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Tiki? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Bien sûr. Tiki est un robot d'accueil avant tout. C'est un robot qui peut être utilisé en magasin ou sur des salons. Et donc le but du jeu de Tiki, c'est justement de délivrer un message qui est lié à la marque, qui pourra justement améliorer un petit peu l'accueil et le fait de promouvoir des produits au sein d'un magasin. Je crois que Tiki a quelque chose, voudrait partager quelque chose avec nous. C'est ça, exactement. De vous rencontrer. Mais nous sommes sur le plateau du First, n'est-ce pas? Je suis encore plus ravie. Bonne émission à vous tous. Et faites appel à mes services si besoin. À tout à l'heure. Bah, merci Tiki. Hein. Merci Tiki d'être là. Tiki qui, je crois, est c'est un robot ou une robote? Comment dit-on? Steve? Tiki, pour être plus précis, c'est une gamme de robots. C'est une gamme de robots. Puisque nous avons des Tiki en version féminine, nous avons des Tiki en version masculine, réservée pour l'instant. Oui. Et voilà, c'est plus une gamme en fait. Nous, on propose cette machine aujourd'hui parce que le marché qu'on vise est un marché qui a besoin d'une certaine esthétique dans la machine. Et on a dessiné, bon, ça chacun jugera, mais on a dessiné une machine qui s'apparente plus à une hôtesse parisienne. Voilà. Donc on peut dire robot pour cette version-là. Alors comment on agit concrètement avec Tiki? Parce que elle est très tactile, je crois. Exactement, elle est tactile et elle a des yeux. Donc le principe de fonctionnement, c'est que le robot vous reconnaît, vous regarde et lance un scénario d'engagement à partir de ce niveau-là. Et les interactions qu'on a de disponibles sont dans les mains. Puisqu'on a observé dans des milieux assez bruyants qu'il y avait beaucoup de mal à faire fonctionner la reconnaissance vocale. Et donc on a choisi d'utiliser ses mains pour dire oui ou non. Et bien sûr la tablette tactile qui nous permet aussi, qui a un espace d'affichage et de saisie. Et elle peut aussi être en lien avec des puces RFID pour des abonnements ou des choses comme ça? Exactement, avec des cartes de fidélité, avec des badges comment dire, pour entrer dans une pièce, et QR code, voilà, et pourquoi pas des TPE. Faut changer, donc mettre un équipement sécurisé, mais pourquoi pas des TPE pour faire des micro-paiements ou ce que le client a besoin.
Comment est venue l'idée de ce projet? Est-ce que vous étiez déjà dans les robots ou comment? Alors, je vais prendre la parole parce que je pense avoir initié un petit peu tout ce délire. J'ai une passion pour les robots depuis que je suis jeune, comme un petit peu tout le monde finalement. Tout est parti du délire de l'impression 3D. Il y a quelques années, l'impression 3D est sortie et tout le monde disait ça va révolutionner le domaine, c'est formidable, on va tout fabriquer. Ça m'énervait. Donc j'ai dit, je vais construire une imprimante 3D, imprimer des choses avec pour démontrer que c'est pas vrai. Bon, effectivement, ça s'est complètement retourné contre moi puisque c'est un outil formidable. Donc de ça, on a sorti un premier robot monstrueux, celui que vous aviez vu dans un magazine qu'on appelle Jobot, le robot. Et Guillaume, on s'est rencontrés à l'occasion d'un barbecue. Voilà. Et Guillaume, grosso modo, m'a dit, bah, écoute, moi ton truc, je vais te l'animer. Et c'est parti là, simplement. Et vous avez commencé dans le garage. Voilà, avec une main, puis un avant-bras, puis une épaule, puis un torse, puis une tête et un robot complètement qui était complètement comment dire, qui bougeait, voilà, qui fonctionnait complètement. Ouais. Vous avez choisi de faire un robot humanoïde qui ressemble, oui, il y a une tête, il y a des jambes, il y a tout ça. Semi, oui. Pourquoi ce choix? Et puis j'ai une deuxième question, je fais souvent des questions alambiquées. Donc il y a cette première question. Et la deuxième, c'est quel est l'accueil des personnes dans un lieu public ou dans un magasin? Quelle interactivité? Qu'est-ce qui se passe? Donc l'humanoïde, le robot semi-humanoïde, ouais. C'est pour vraiment avoir de l'empathie avec le visiteur. On voit très bien qu'avec une tablette, simplement dans un coin, on n'a pas envie d'aller vers la tablette. Là, on a une machine qui nous parle, mais qui a des bras, qui a une tête, qui a des yeux, qui sourit, et on fait beaucoup plus confiance à ce type de produit. Voilà, tout simplement. Et en même temps, elle ressemble pas trop à l'homme parce que paradoxalement, j'ai lu que quand c'est trop proche de nous, finalement, on a un petit moment de recul face à ça. On parle de la vallée de l'étrange. Sur les marchés européens et nord-américains, en tout cas, c'est plutôt ce type de machine qu'il faut voir. Faut que ça reste un robot. Faut que ça reste un robot à part entière. Faut pas que ça ressemble trop à un homme. C'est la différence entre l'humanoïde et l'androïde. L'androïde, c'est ces robots qui copient parfaitement l'homme et qui effectivement font peur, je trouve. À la limite du clone, ouais. Et donc la deuxième partie de la question de Charlie, la réaction du public? Alors très très favorable, très favorable. Justement sur ce modèle-là, tout le monde la trouve quand même magnifique et a envie d'en avoir un. Et la réaction du public est vraiment très très bonne. On a effectivement des questions de société qui se posent régulièrement, mais l'attente en tout cas et le fait que le marché soit là. Ça plaît beaucoup aux gens. Ouais. Est-ce que vous voyez une différence entre les publics un peu plus jeunes ou les publics plus âgés, ou même peut-être en fonction de l'environnement, si c'est dans un centre commercial ou dans un musée, vous avez constaté des différences de réaction? Non, globalement, l'accueil a toujours été très très bon. On tombe parfois sur des gens qui en ont peur. Voilà, tout simplement, ça s'explique pas. Des tout petits, mais vraiment en dessous de 18 mois, c'est soit ils adorent, soit ils ont peur. Ouais. C'est binaire. Après, au-dessus, c'est... Combien de fois on a vu les gamins faire des câlins? Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Merci beaucoup Steve et Guillaume pour cette présentation avec Tiki. Maintenant qu'on comprend, qu'on découvre en vrai, on va faire une petite pause avec une chronique que nous a préparée Laura. Elle va nous parler de femmes, d'hommes et de robots. C'est à toi, Laura. Bonsoir à tous. La semaine dernière, c'était le 8 mars, la journée des droits des femmes. Cette semaine à Paris a lieu la E4She Art Week. Et ce soir, sur le plateau des Rendez-vous du futur, nous allons parler robots. Du coup, j'ai eu l'idée de parler et des femmes et des robots. Je vais vous parler des robots et des femmes par le prisme de Jana Havner, qui est une créatrice de festival. En fait, elle s'est questionnée sur l'apparence des robots humanoïdes que l'on voit apparaître aujourd'hui dans notre société. Des robots à l'apparence un petit peu féminine quand même. À l'image de Aiko, qui a été créé par un Canadien qui rêvait d'avoir un robot depuis l'âge de 4 ans, ou de ce robot qui a l'apparence de Scarlett Johansson. Vous avez vu ça? Du coup, Jana Havner s'est intéressée à quelle idée
les créateurs de ces robots avaient de la féminité. Parce que si l'on regarde bien ces robots, eh bien ils ont des attributs que l'on pense féminins, à savoir la douceur, la séduction, le charme ou encore l'amicalité ou la réactivité. Ils possèdent souvent des visages très féminins, une voix douce, voire enfantine. Du coup, Jana s'est intéressée à cette question de cette représentation finalement de la femme, que ces robots finalement sont créés par des personnes qui ont peut-être une idée assez machiste du monde, faite de stéréotypes et de préjugés autour de la femme. Tout cela pose des questions autour du fantasme sur les robots à l'apparence féminine. La femme robot, ce serait pas la nouvelle poupée gonflable, mais juste un petit peu robotisée avec de l'intelligence artificielle? C'est une question. Mais finalement, les créateurs, qu'ont-ils dans leur tête? C'est l'idée vraiment de créer la femme parfaite? Est-ce que par rapport à toutes nos connaissances technologiques sur l'innovation qu'on peut avoir autour de la création des robots, finalement, on peut éventuellement créer la femme parfaite ou même l'homme parfait? J'ai lu dans les magazines d'ailleurs qu'on bientôt on pourrait peut-être se marier avec les robots. Bizarre, non? Jean Ferrat disait « La femme est l'avenir de l'homme ». Mais moi je vous pose la question, le robot humain serait-il l'avenir des hommes et des femmes finalement? Est-ce qu'on se contenterait demain des robots humanoïdes? Une dernière question, est-ce que le mythe de Pygmalion robotisé peut-il nous inquiéter dans les années, dans les décennies à venir? Est-ce que demain, les hommes puissent créer leur femme parfaite, et demain également, les femmes puissent créer leur homme parfait? À bientôt! Merci Laura pour toutes ces questions et ce regard sur ce sujet. Alors beaucoup de questions. Alors, du coup, le robot de demain, le robot parfait, ce sera un robot homme ou un robot femme? Alors, juste avant de répondre à ça, je voudrais juste rebondir sur l'histoire du fantasme quand on crée une machine. Je dirais pas que j'ai imaginé cette machine en fantasmant spécialement sur les formes féminines et sur la femme de manière générale. Je dirais plutôt que c'est plutôt rendre hommage à la femme qui est mère nourricière. C'est plus comme ça que je le vois, moi. Mais encore. On doit tout à sa mère. Oui. C'est elle qui nous a conçus, qui nous élève, qui nous protège généralement. Et pour moi, c'est pour ça que dans l'homme est inscrit cette espèce de culte à la femme. C'est mon point de vue. Donc pourquoi pas un point de vue en fait sur le robot mère nourricière peut-être un jour. Merci Steve d'avoir. Les questions étaient posées de façon générique sur les concepteurs, qui pas spécialement visés. Théophile, vous avez un projet vous aussi qui touche au robot. Peut-être que Rémi déjà peut nous dresser un petit peu votre portrait avant que l'on commencions l'échange. Bonjour Théophile. Vous êtes donc docteur en intelligence artificielle biomimétique. Donc vous êtes issu de la recherche en robotique, mais vous trouvez que les recherches dans ce secteur ne sont pas assez appliquées à l'industrie et vous vous êtes pas entièrement épanoui dans la recherche purement théorique, mais pas non plus dans le salariat. Et en 2015, vous fondez la société A-Emergence, dont l'objectif est d'appliquer les derniers travaux de la recherche en intelligence artificielle à la robotique autonome pour les particuliers. Et donc, le projet phare de A-Emergence, c'est ce petit robot qui s'appelle E4. Je crois qu'on va avoir peut-être des images derrière nous pendant que nous parlons. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter E4 ? Bien sûr. Alors, E4 ou E4, c'est en anglais, c'est un petit jeu de mots. Ça vient du grec Ephor, Ephores, qui est le surveillant dans l'espace antique. C'est un peu le robot surveillant. C'est le premier robot gardien, intelligent et entièrement autonome. Donc c'est un robot qui va assurer la sécurité de votre logement contre les intrus, les cambrioleurs, avec un moyen de les dissuader, donc une arme très puissante, stridente, et des flashs aveuglants. Il ne fait pas que ça, c'est pas la sécurité entièrement anti-cambriolage, mais aussi il va vous protéger de certains dégâts domestiques comme dégâts des eaux ou incendies. C'est un robot qui va aussi s'adapter à toutes les situations. Donc typiquement, est-ce que vous avez laissé une fenêtre ouverte chez vous? Ça vous arrive de temps en temps. Vous êtes sorti, le robot va pouvoir vous prévenir. Il sait reconnaître si une fenêtre est ouverte, fermée ou même brisée. Si vous sortez dehors, vous faites du jardinage, etc., vous allez laisser vos fenêtres ouvertes, etc. Quelqu'un peut s'introduire, le robot est tout le temps actif, donc il va pouvoir vous prévenir
Comment il arrive à faire tout ça? En fait, vous dites souvent, Alors, j'ai lu, vous dites, bah, vous le sortez de la boîte et il apprend tout seul. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous le sortez de votre boîte, enfin de sa boîte, et il va commencer à reconnaître son environnement. Donc il y a une phase où il va cartographier son environnement, il va reconnaître les ouvertures, les portes, les fenêtres, les portes-fenêtres, et il va aussi apprendre les personnes qui sont présentes dans la maison. Donc il y a de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance qu'on appellerait plutôt morphologique des gens. Donc il y a 3 moyens de reconnaître une personne. Et à partir du moment où il a constitué une identité, il va simplement vous demander sur votre smartphone, voilà, qui est cette identité. C'est le propriétaire, et le propriétaire a tous les droits sur la maison. Concrètement, ça veut dire qu'il faut se scanner devant lui? Pas du tout. Ou alors il le fait de façon autonome? Exactement, c'est entièrement transparent. Vous le laissez aller et venir, et au bout d'une heure ou deux, il va avoir réussi à constituer un certain nombre d'éléments sur votre personne. Et voilà, vous aurez plus ça à faire. Est-ce qu'on peut revenir là encore? Alors là, pour le coup, c'est pas un robot humanoïde. Hein, il a une forme de triangle. C'est ça? De pyramide. Pour être précis, une pyramide. Il se voilà. Il se déplace. J'ai du mal avec ce mot, en fait. J'ai du mal à l'articuler. Donc une pyramide. Et donc il se déplace dans l'espace. Mais quelles interactions, donc, du coup, il peut avoir en fait avec les autres membres du foyer? Et qu'est-ce qui est de l'ordre de la programmation? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'apprentissage? Alors, c'est une question. Ouais, encore une fois, 2 questions en une. Alors les interactions, là c'est un robot qui répond à un besoin spécifique qui est la sécurité de la maison. On n'a pas fait un robot humanoïde, il n'y a pas justement cette interaction continue avec l'utilisateur. L'interaction, c'est à travers le smartphone d'abord pour prévenir des soucis qu'il peut y avoir dans la maison, soit l'intrusion, dégâts des eaux, incendie. Et c'est plutôt au retour dans la maison, le robot va plutôt être discret. Donc sa forme, elle est 30 cm d'envergure environ. Le design est assez discret, il peut aller se ranger, se recharger et ne pas vous déranger. On a voulu vraiment cette forme et cette taille pour ne pas déranger les gens quand ils reviennent chez eux. Un des problèmes des systèmes de sécurité classiques, des caméras, c'est qu'on revient chez soi, on n'a pas envie d'être observé, même si on n'a rien à cacher. On va prendre la caméra connectée, on va la retourner et on oublie de la remettre en place. On a voulu éviter un peu ce problème en se disant non, le robot doit comprendre que les gens sont rentrés et se mettre en veille. Et juste rester à l'écoute de ce qui se passe dans l'environnement. Il est même capable de détecter les habitudes, en fait. Si une personne rentre tard, je sais pas, un adolescent par exemple, il va savoir si c'est l'adolescent ou si c'est un intrus. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du contexte. Donc en fonction du contexte, il va arriver à identifier plus ou moins vite la personne. Donc en effet, si un adolescent rentre tard et que c'est habituel ou inhabituel, ça va changer un peu sa décision. Et ça peut pas. Et du coup, est-ce que ça pose pas un problème aussi au niveau de comment dire, de sa vie privée, même au sein du foyer, en fait? Exactement. Alors ça, c'est un autre problème. On a un comportement par défaut qui est de ne pas prévenir, justement, quand il y a quelqu'un de connu qui rentre dans la maison, on ne va pas prévenir les autres membres de la famille. Si on rentre avec quelqu'un d'inconnu, par exemple, le robot ne va pas s'alerter. Une personne connue avec une personne inconnue ne va pas s'alerter. Mais ça, les parents peuvent le programmer. Voilà. Après, c'est dans la famille, les gens se débrouillent. Nous, on ne prend pas cette responsabilité. On est pour la vie privée. Comme les données, par exemple, les données sont conservées entièrement sur la machine. On a très peu de cloud computing, en fait, ce qu'on appelle les données. De calcul en ligne. Donc le cloud, c'est tout ce qui est en ligne, en dehors. Et donc il n'y a pas de calcul qui sont faits. Il n'y a pas de données qui sont envoyées. Il n'y a pas de données qui sont sur Internet. Voilà. Et est-ce qu'il est connecté avec d'autres objets dans le foyer, dans la maison? Alors il est connecté par Internet, donc en 2 moyens déjà, Wi-Fi et 3G, 4G. Et sur les autres objets de la maison, c'est dans le futur. On a prévu en effet de pouvoir se connecter. Vous imaginez, vous avez votre maison entièrement connectée, vous avez une arrivée d'eau connectée par exemple. Le robot repère un dégât des eaux, il va pouvoir couper l'arrivée d'eau et attendre que vous preniez une décision, que vous reveniez, etc. Alors vous avez fait une enquête auprès de vos futurs clients. Est-ce que vous avez eu des demandes un peu spécifiques, auxquelles vous ne vous attendiez pas? Alors la demande assez surprenante, c'est est-ce que le robot peut s'amuser avec mon animal de compagnie et lui tenir compagnie, justement, quand je ne suis pas là. Un robot de compagnie pour les animaux de compagnie. Exactement, car les animaux dépriment quand ils sont tout seuls. Donc ça, on ne le savait pas. Et voilà, c'était une des demandes assez... Et vous allez travailler sur ce genre On travaille, on travaille dessus. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un animal de compagnie, il n'y a aucun souci. Et comment c'est venu cette idée de créer ce robot? Un peu la même question que précédemment. Moi, j'ai toujours voulu mettre la technologie au service des gens. Vraiment, pour moi, la technologie, ça doit répondre, ça doit faciliter la vie des gens, ça doit répondre à un besoin. Et c'est vrai que pendant mes études, ma thèse, etc., j'avais toujours cette frustration que la recherche n'était pas appliquée. Vous en avez parlé en introduction, c'était un peu ça la frustration. Et je suis revenu en France. Je travaillais plutôt sur des robots ludiques, etc., dans mon temps libre.
Et un jour, quand j'ai été visiter une maison qui était entièrement équipée en sécurité, domotique, etc., et il avait fallu faire beaucoup de travaux, c'était assez onéreux aussi pour les gens, et peut-être potentiellement pas forcément adapté. J'en ai reparlé un petit peu autour de moi. Les gens ont dit clairement que même ceux qui avaient les systèmes de sécurité, c'était pas vraiment adapté. Il fallait, ça tombait en panne, ça marche pas bien, voilà, ça posait des problèmes avec les animaux de compagnie, etc. Donc là, j'ai eu le déclic. J'ai dit, il y a un marché, il y a un besoin. L'intelligence artificielle peut répondre à ce besoin. Et c'est comme ça qu'on a créé IFOR. Alors j'ai une question en termes de vocabulaire. J'entends beaucoup parler on entend parler de robots, d'intelligence artificielle, de bots, de chatbots. Qu'est-ce que c'est tout ça? Je ne vais pas vous dire ce que c'est, je vais dire ce que ce n'est pas. Alors, c'est pas un animal de compagnie. Non, pardon. Non. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, les termes sont un peu importants. Pour nous, on utilise toujours robot avec robot autonome. Parce qu'on a tendance à parler de robots alors qu'on parle que c'est plutôt des automates. Typiquement, dans l'industrie, c'est des automates. Ce n'est pas des robots. Pour nous, le robot autonome, c'est là où il y a de l'apprentissage, de l'adaptation à l'environnement. Donc de l'intelligence artificielle. S'il n'y a pas d'intelligence artificielle, pour nous, c'est plutôt un automate. Okay. C'est là où est la frontière. Et alors, il y a un bot ou un chatbot? C'est quoi ces choses-là? Ça dépend comment c'est fait. Ça peut être un automate, comme ça peut être quelque chose d'intelligent. Ça dépend s'il a appris quelque chose ou pas, ou si c'est des règles programmées. L'apprentissage et l'autonomie. Et l'adaptation. Et l'adaptation. Ok. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Rémi, tu avais une question? Non, j'avais une question sur l'intelligence artificielle parce que justement, vous dites qu'à long terme, il y aura deux formes d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle forte, froide et la forte, sensible. En deux mots, je sais qu'on n'a plus trop le temps. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu la perspective? Ça, c'était une demande de l'année dernière sur InnoRobot. Je pense qu'on nous avait demandé de faire dans un article, oui. Un article voilà, sur ce sujet, comment on voyait le futur de l'intelligence artificielle. Et pour nous, c'est vraiment d'un côté les robots qui vont continuer à évoluer avec de l'apprentissage vraiment spécifique. Donc, typiquement, des robots qui vont battre les gens aux échecs, aux jeux de Go il n'y a pas longtemps, etc. Pour nous, ça c'est un peu froid. Donc il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension de l'humain. Et nous, on aimerait plutôt se diriger vers ce côté-là, le côté compréhension de l'humain, que la machine arrive à comprendre ce qu'elle fait vraiment par rapport aux gens. D'ailleurs, vous dites même que... Bon, il faut finir, je crois. Non, mais vous dites même qu'on va arriver avec ce développement des machines, des robots, de l'intelligence artificielle, à une intelligence collective des robots. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On est en train de on se pose la question ce soir de faire confiance aux robots, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors ça, je ne sais pas si je peux répondre à ça. Quand je parle d'intelligence collective, je parlais surtout des objets connectés, s'ils deviennent de plus en plus intelligents, comme ils peuvent communiquer entre eux après. Ça peut créer en effet une intelligence collective, un peu comme des abeilles, des fourmis, etc., qui vont avoir une intelligence collective. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en alerter? Non, personnellement, je ne pense pas. Ça dépend ce qu'on en fait. Si vraiment, justement, on essaye d'arriver à ce que la machine comprenne les humains, on n'a pas à s'en inquiéter. Par contre, si on reste dans l'intelligence froide, oui, ça peut être. Peut-être Steve et Guillaume voulaient réagir sur ça? Ouais, non, c'était très très intéressant, effectivement. Ça me plaît beaucoup. Juste un petit détail justement sur le fait de s'inquiéter des dérives possibles. Il y a une loi qui est parue il n'y a pas très très longtemps qui oblige toutes les machines, notamment les robots, à avoir un moyen d'extinction. Physique, connecté, ou logiciel, n'importe quoi. On puisse le couper. Garder la main sur la machine. Donc je pense que c'est déjà une petite réponse en fait. Faut-il s'en inquiéter? Quand on commence à prévoir de devoir couper quelque chose, c'est qu'on a peut-être peur qu'il se passe quelque chose aussi. Et est-ce qu'un jour la machine pourra avoir le pouvoir d'appuyer sur ce bouton justement? Ou sur le bouton d'un autre? Pourquoi pas ça. On a parlé d'émotions, ça va du coup être, quand l'émission touche bientôt à sa fin, on a parlé d'émotions, on va passer à notre petite rubrique en fait des coups de cœur. Jingle. Alors l'habitude sur le plateau du First, c'est les coups de cœur et c'est d'échanger un coup de cœur qu'on veut partager avec les internautes. Je vois que les deux invités sont en train de réfléchir. Là. Donc je vais d'abord passer la parole à Théophile. Est-ce que vous avez un coup de cœur en ce moment? En ce moment, j'ai vu un film il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Premier Contact, qui est un film de science-fiction, au premier abord un film de science-fiction un peu intimiste, mais finalement derrière il y a une petite théorie qui est avancée, qui est intéressante, c'est une théorie de la linguistique que j'aime beaucoup, qui est que la langue structure la pensée. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'un même problème va être résolu peut-être de différentes façons en fonction de la langue et de la culture de la personne.
Et ça, on en revient un tout petit peu aux machines, c'est que pour traduire, finalement même Google, etc., ils ont un petit peu de soucis, c'est qu'il faut comprendre la culture de la langue pour pouvoir bien traduire. Et ça, les machines ont encore un peu de mal à comprendre la culture. Donc là, on est un peu à la limite de dire. Théorie super, super intéressante. Merci Théophile. Merci à vous. Steve? J'ai trouvé. Moi, mon coup de cœur, et je le recommande, c'est Ex Machina, le film, qui justement traite de ce dont on parle ce soir. C'est une machine qui manipule l'humain. Et où est la frontière entre la machine, l'humain, la machine? Je le recommande, franchement, il est super. Merci Steve. Guillaume? Et pour ma part, c'est un film qui s'appelle The Passengers, qui justement montre le voyage très long pour aller vers Mars. Et bon, je ne vais pas raconter le film, mais tout ce côté vie dans l'espace, longueur des voyages, comment on y arrive, comment on peut faire, ce que un petit peu Elon Musk est en train de se poser comme question. Voilà, il y avait pas mal de bonnes réponses dans ce film-là. Merci pour ces coups de cœur, messieurs. Ça vient beaucoup du champ cinématographique. Du coup, je crois que c'est Théophile qui a un peu lancé le thème. Rémi, toi, tu as aussi un coup de cœur? Oui, mais non, pas un film. Moi, je vous emmène en Belgique et je vais vous parler d'architecture et d'art, hein, comme pas mal de fois. Donc, c'est la Villa Ampin. C'est une ancienne villa art déco magnifique qui a subi un sort un peu triste puisque pendant la guerre elle a été réquisitionnée par les Allemands, ensuite elle a servi d'ambassade à l'URSS et puis elle a été complètement abandonnée et puis voilà, vandalisée. Et puis en 2010 de mémoire, la fondation Bogossian a repris le flambeau, l'a complètement restauré avec des matériaux magnifiques comme à l'époque, et c'est devenu une fondation d'art contemporain qu'il faut aller voir parce que c'est vraiment superbe. En ce moment il y a deux expositions, une exposition qui est consacrée au décor et une autre exposition qui est consacré aux frontières, et vraiment rien que pour l'architecture art déco magnifique, ça vaut le coup, avec une magnifique piscine, et puis ça vaut le coup d'aller en Belgique, pas seulement pour manger des gaufres ou manger des moules frites, mais vraiment pour voir de l'art et pour voir une belle ville qui est Bruxelles. Voilà, la Villa Ampin, c'est la fondation Bogossian. Merci Rémi. Écoutez, moi aussi, j'ai un petit coup de cœur à partager avec vous. Moi, je vais rester dans le thème des robots. C'est de la musique. Une fois n'est pas coutume, on va sans doute entendre un extrait en fond sonore. C'est un projet qui a réuni l'artiste de musique électronique Square Pusher et un groupe de robots musiciens qui s'appelle Z Machine, qui a été créé par des Japonais. Voilà, je vois qu'il y a des connaisseurs. Ils se sont rencontrés et du coup, ils ont conçu et écrit un certain nombre de morceaux ensemble. Voilà, il y a 3 robots dans ce groupe. Il y a un robot qui joue de la guitare avec 72 doigts, si je ne me trompe pas. Et puis un batteur aussi qui fait de la batterie avec 22 bras, si je ne me trompe pas. Et au-delà de tout ça, de la prouesse technique, on va dire, l'idée en fait c'était de se rapprocher un petit peu d'une interprétation, de trouver une émotion. Donc du coup ça fait aussi un clin d'œil avec votre approche tout à l'heure, Théophile. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur le plateau du First. Merci à tous d'avoir interagi aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir revoir cette émission dans quelques instants en replay sur le site des Rendez-vous des Futurs. Merci aux 3 producteurs de ce programme, JD Carré, Triple C et bien sûr le Cube. Je voulais faire un petit clin d'œil à Mathias Schmitt de Steel Human pour la préparation de cette émission, et puis un deuxième clin d'œil aux invités de notre précédent First dans lequel on parlait d'agriculture urbaine avec La Sauge et Aura. Merci, parce que ce week-end auront lieu les 48 heures de l'agriculture urbaine. Ce sera partout en France. Donc un rendez-vous à ne pas rater. On sera très loin des robots et pour autant on sera très loin des femmes et des hommes. Merci beaucoup, très bonne soirée, à bientôt.